Salut les lectrices et les lecteurs! J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, c'était encore une semaine hyper chargée parce que j'ai enfin trouvé une illustratrice pour mon roman. Ça a demandé pas mal d'échanges, etc. Mais j'ai trop hâte qu'elle me propose une couverture pour les grands-mères dans l'espace. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Par contre, j'ai eu une semaine chargée, mais j'ai eu le temps de lire et ça c'est cool. Donc cette semaine, j'ai fait 3 lectures de romans et 3 lectures de manga dans la même série. Si vous avez vu la vidéo de la semaine passée, vous devriez savoir de quel manga il s'agit. Et du coup, je vous propose qu'on y aille tout de suite. Alors, on commence avec un roman classique de George Sand, avec La Petite Fadette, que j'ai écouté en audio. La Petite Fadette est sortie en 1933. J'ai sorti ce roman dans le cadre de Mars au féminin pour la catégorie classique, et je suis contente de l'avoir sorti, j'avoue, sinon je l'aurais pas forcément lu. C'est ça qui est cool avec les challenges, c'est que voilà, on va vers des choses qu'on n'aurait pas forcément sorties tout de suite, même si La Petite Fadette était dans ma wishlist depuis longtemps. C'était pas un livre qui m'attirait vraiment énormément, c'était plus genre un classique à découvrir par principe. Et finalement, ça a été une bonne surprise. Alors, de quoi parle La Petite Fadette? C'est l'histoire de 2 jumeaux, Landry et Sylvinet, dont on va suivre l'histoire, la naissance, l'enfance, puis la jeunesse, dans un village du Berry. On est un petit peu dans un conte campagnard, si on peut dire, un conte champêtre, parce que on va suivre l'histoire de ces 2 jumeaux, dans leur famille, la manière dont ils sont perçus par la communauté, toutes les croyances qu'il y a autour des jumeaux à cette époque-là. Si ça s'appelle La Petite Fadette, c'est que à un moment donné, ces jumeaux vont faire la rencontre de la Petite Fadette, qui, elle, a un statut vraiment particulier au sein du village, puisque elle et sa famille sont considérées un petit peu comme des sorcières. Je pense que c'est le meilleur terme. D'ailleurs, il est employé dans le roman. Et la petite Fadette, elle a une enfance qui n'est pas facile, plutôt pauvre. Elle est élevée par sa grand-mère qui est assez dure en termes d'éducation. Il y a même, je pense, de la violence intrafamiliale. Et la petite Fadette, elle a aussi un petit frère qui a un handicap et dont elle prend soin autant que possible. Et donc voilà, en gros, on va suivre l'histoire de ces 2 jumeaux, mais aussi de leur interaction avec la petite Fadette. Et au travers de leurs interactions, on va découvrir un petit peu les mentalités, les mœurs de l'époque dans cette campagne du Berry. Tout ça fait que c'était hyper intéressant. Je trouve qu'il y a un vrai côté féministe dans cette histoire. Je ne sais pas si l'autrice l'a volontairement écrit comme ça, mais moi, c'est la manière dont je l'ai perçu. C'est que, de par sa position, la petite Fadette a une vraie force en tant que personnage féminin à cette époque, notamment parce que du coup, de par son côté pauvre, de par son côté qu'on pourrait appeler garçon manqué, elle a vraiment ce statut de jeune fille qui n'est pas une jeune fille comme elle devrait être normalement, de la manière normale de l'époque, à savoir une jeune fille propre sur elle, bien élevée, qui ne dit pas de gros mots, qui ne fait pas de bêtises, qui est intéressée par les garçons, par se marier, etc. Et non, en fait, ce personnage, il est vraiment pas du tout dans ces codes-là. Elle va créer sa propre destinée. Peut-être que par certains aspects, on pourrait dire, finalement, de par la conclusion de l'histoire, c'est pas si féministe que ça, mais en fait, si, c'est à la fois féministe, mais c'est aussi très critique vis-à-vis des mœurs de l'époque, et notamment la place qu'a l'argent dans les relations de mariage, par exemple. Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu dubitative parce qu'en fait, au départ, on est très centré sur les jumeaux. Et du coup, je me disais, mais pourquoi ça s'appelle La Petite Fadette? Évidemment, là, après, La Petite Fadette a un rôle bien plus important, mais au début, voilà, c'était assez centré sur les jumeaux. Et il y avait un côté un petit peu répétitif, je trouve, mais quand même intéressant parce que je pense que c'était pas commun pour l'époque d'écrire sur des jumeaux, notamment quand ils sont enfants, sur leurs relations et tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire parce que c'est des jumeaux, etc. Et on voit leur relation qui se construit l'un par rapport à l'autre. Et c'était vraiment intéressant au final, même si voilà, très centré sur les jumeaux au départ et c'était pas ce à quoi je m'attendais. C'est un classique que je suis très contente d'avoir lu, d'avoir écouté en audio. Je sais pas si je l'avais lu à l'écrit, si ça m'aurait paru aussi fluide, mais en audio, c'était vraiment idéal. D'ailleurs, si vous connaissez pas le site littérature-audio.com, c'est le site où moi je récupère tous les livres audio de romans classiques. Ce sont des bénévoles qui lisent des livres tombés dans le domaine public. Donc c'est un site entièrement légal. Et je me permets d'en faire la publicité ici parce que du coup moi je l'utilise beaucoup
Et oui, c'est des bénévoles, ce ne sont pas des professionnels, mais c'est souvent de très bonne qualité. C'est en accès gratuit. C'est super cool. J'en profite pour les remercier les lectrices de ce site. Moi, je l'utilise vraiment souvent pour les classiques et j'ai souvent de très bonnes surprises. J'ai écouté notamment Le Comte de Monte Cristo et c'était trop bien. Donc, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Allez le découvrir si vous écoutez des livres audio, bien évidemment. Ou c'est même l'occasion, pourquoi pas, de découvrir les livres audio sans débourser de l'argent, voir si ça vous plaît ou pas. Je referme la parenthèse de littératuraudio.com. Donc la petite fadette, ça m'a plu, je suis très contente d'avoir découvert ce classique. Il est quand même assez court, ça reste mignonné, c'est léger comme histoire. Mais ça porte des messages quand même assez forts, ça permet de découvrir un petit côté historique français, voilà, des années 1930, et ça m'a rendue curieuse de découvrir les autres récits de l'autrice. Niveau trouillomètre, c'est du 1 sur 5, même pas peur, on est vraiment dans quelque chose de léger. Ensuite, j'ai lu Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton. Ce roman est une autofiction écrite par Manon Fargeton en 2021 et il est sorti en poche en 2023. Ce roman m'a été gentiment offert par ma copine Madison de la chaîne Twitch des Pages et Vie pour mon anniversaire l'année dernière. Ouais, j'ai un peu de retard dans ma lecture, mais l'important c'est de l'avoir lu. Avant de parler un petit peu plus de ce livre, pourquoi c'est une autofiction et qu'est-ce que c'est qu'une autofiction ? Eh bien, c'est un roman qui se veut autobiographique, mais qui est écrite de sorte que ça ressemble à une fiction. Et ici, c'est très clair la manière dont c'est fait, c'est que c'est l'histoire de Manon Fargeton. Tout ce qu'elle dit dedans est vrai, comme le dit le titre, mais c'est écrit du point de vue d'autres personnes qui ont connu son histoire, une histoire qu'elle raconte. Donc en gros, on a du point de vue par exemple de sa mère, de ses frères, de son père et de plein d'autres personnes de son entourage qui vont s'adresser dans ce livre à Manon. Et donc on est au tu. Et donc ça c'est une forme vraiment particulière. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vous raconte rapidement de quoi ça parle. Manon, quand elle avait 16 ans, elle a eu une relation amoureuse avec son éditeur qui avait 56 ans, donc 40 ans de plus qu'elle, alors qu'elle était encore mineure. Et ça va être le centre de ce roman. De toute manière, c'est l'histoire de Manon, donc c'est vraiment Manon qui est au centre de cette histoire, sans jamais parler, parce que du coup, elle se raconte par le point de vue d'autres personnes, des personnes plus ou moins bien intentionnées. On va découvrir toute son histoire autour de cette relation qu'on peut appeler malsaine, hein, avec son éditeur de 56 ans alors qu'elle a 16 ans. Donc ça va vraiment être le centre, mais on va aussi découvrir plein d'autres choses. On va découvrir la personnalité de Manon, le travail autour de la BD pour lequel elle travaillait avec cet éditeur justement, et d'autres choses, voilà, de son passé, de son présent, des choses assez banales de passer le bac, par exemple. Le roman est aussi jonché d'extraits de rapports psychiatriques ou de rapports de police autour d'une affaire judiciaire. Et donc, en gros, on va avoir une histoire de Manon racontée par toutes ces personnes différentes. Et de temps en temps, c'est intercalé par ces fameux rapports psychiatriques ou policiers et aussi par des lettres que Manon s'écrit à elle-même. Ça rendait ce texte à la fois au départ un petit peu dur à appréhender parce que ce tu raconté par d'autres personnes que Manon, qui s'adressent à Manon, c'était un petit peu déroutant, notamment parce que on ne sait pas qui parle. Il n'y a pas de... Quand on commence un nouveau chapitre, c'est pas dit qui parle. On le comprend souvent très rapidement. Dans la narration, on arrive à situer qui raconte. Et donc au début, il faut comprendre ce mécanisme et s'y habituer. Moi, je me suis très vite faite. Et c'est une forme que j'ai beaucoup appréciée, qui est originale et qui donne beaucoup de dynamisme en fait parce qu'on est sans cesse avec quelqu'un d'autre et donc avec un nouveau point de vue. Ça apporte vraiment beaucoup de variété, beaucoup de dynamisme, plus intercaler tous ces rapports psy, etc. C'était vraiment très très bien, vraiment une forme qui moi m'a beaucoup plu. Je vais essayer de vous montrer par exemple. Voilà, par exemple, ici vous voyez, on a le petit 2 qui est là. Donc là c'est une nouvelle personne qui parle. Mais c'est pas dit qui parle. Donc en gros, il faut le comprendre dans la narration. Et quelquefois, j'étais un petit peu perdue parce qu'il y a quand même pas mal de personnages. Parce que oui, on va être avec les personnages principaux, donc son éditeur, Gérald, sa mère, son père, ses frères, mais aussi parfois des amis ou la femme de Gérald. Oui, parce que Gérald, l'éditeur, était marié en plus de sortir avec une fille de 16 ans.
Bref. Donc voilà, ça c'est pour la forme, pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. C'est pas un récit classique. Le fond, vous l'avez compris, c'est la vie de Manon avec du coup cette relation vraiment malsaine avec son éditeur. Relation consentie par Manon, par la Manon de 16 ans. Mais évidemment, on va poser ici toutes les questions de consentement, de où commence et où s'arrête le consentement. Ce roman m'a bouleversée pour plein de raisons. Je me suis beaucoup retrouvée dans l'histoire de Manon sur plein de points, sur tout ce qu'elle traverse, sur tout ce qu'elle ressent. C'était extrêmement émouvant de voir cette jeune fille, cette jeune femme qui traverse tout ça avec sa fougue d'adolescente. En fait. De voir aussi sa mère lutter contre cette relation qu'elle découvre et qu'elle ne peut pas accepter en tant que maman, dont elle voit toutes les failles, tous les problèmes, toutes les manipulations. On a aussi, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'on a énormément d'échanges entre Manon et Gérald, de vrais échanges à travers des mails, à travers des SMS. Et ça, c'était très déroutant parce que je pense que ce sont de vrais échanges qui ont eu lieu. Autant quand on est du point de vue, par exemple, de Gérald ou de la femme de Gérald, on peut être sur des choses qu'on se dit, bah là, maintenant, elle imagine. Pour pouvoir nous le raconter, elle imagine des choses. Elle met des mots sur ce qu'elle a interprété. Donc, c'est pour ça que c'est une autofiction. C'est pas des choses qui sont à 100% vraies, c'est des choses qui sont projetées. Mais ces messages, ces échanges ont été récupérés par sa mère, en fait, à un moment donné de cette histoire. Et donc, ce sont de vrais échanges. Et donc là, ça, on ne peut pas le remettre en question. Ce qu'on lit, c'est la vérité. Bien évidemment qu'aussi, au travers de tout ça, on a la vérité de Manon derrière. C'était ça qui était d'autant plus touchant. On découvre plein de choses, on découvre les dessous de cette relation. On découvre aussi d'autres choses de Manon, du passé de Manon. Et c'était vraiment très touchant. Manon, elle a un sacré caractère, franchement. Ce livre m'a épatée dans ce sens où ce que ce livre raconte d'elle est vraiment incroyable et je la trouve vraiment hyper forte. J'ai beaucoup aimé découvrir son histoire. Alors beaucoup aimé, c'est assez dur comme mot parce que c'est pas une histoire facile. C'est pas une histoire facile, c'est une histoire quand même de manipulation, de violence sexuelle et sexiste. Ça reste dur. Ça reste dur. Moi, j'ai des moments où j'ai été très émue, où ça a été assez difficile à lire. Il y a quand même des scènes un petit peu descriptives qui étaient dures à lire. C'est vraiment un roman important sur la notion de consentement, notamment voilà, quand on est encore mineur et que voilà, on se retrouve dans une relation comme ça avec quand même un lien de subordination, avec autant d'âge d'écart, des vies radicalement différentes, ça pose énormément de questions. Moi, ça m'a beaucoup questionnée, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'était vraiment bien. En plus, au-delà de tous ces aspects de thématiques fortes, cette autobiographie, elle se lit comme un roman, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de suspense qui est créé de par, c'est notamment tout ce qui est rapport psychiatrique, tout ça. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe après et on a envie de savoir, de comprendre. On a envie aussi de comprendre comment se finit cette histoire pour Manon, mais aussi pour Gérald, entre autres, pour d'autres personnages aussi. Et il y a des personnages qui sont beaux, comme le personnage de la mère, qui est absolument incroyable. La mère à Manon, vraiment épatante. Je pense que, ouais, si on pouvait tout avoir des mamans comme ça, ce serait magique. Mais il y a aussi des personnages qui sont profondément à vomir. Vraiment, truc de dingue. Bon, les personnages masculins, essentiellement, pour toutes ces raisons, voilà, pour ces personnes qui entourent Manon, les bonnes personnes et les mauvaises personnes, pour tout ce qui lui arrive. D'avoir raconté cette histoire de cette manière, c'était vraiment très 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 bien fait. J'appellerais pas ça un coup de cœur, j'appellerais ça un coup au cœur. Moi voilà, c'est un livre qui va me marquer, que je vais garder. Il y a énormément de post-it, c'est qu'il y a énormément de choses, énormément de phrases qui m'ont fait un effet choc, qui ont fait écho aussi avec ma propre histoire. Et j'ai envie de dire merci Manon d'avoir écrit ce livre. Moi je découvre Manon Fargeton avec ce livre parce qu'elle a plutôt écrit des romans fantastique pour de la jeunesse ou de l'adulte. Moi, je la découvre avec ce livre et ça me donne qu'une envie, c'est de découvrir tout le reste qu'elle a écrit qui, je pense, n'a rien à voir avec ce livre-là. Et je vous conseille ce livre. Ça reste des thématiques difficiles, donc oui, le trouillomètre est à 1 sur 5, mais c'est des thématiques difficiles. Violence sexiste et sexuelle au programme. Voilà, il faut quand même savoir dans quoi on met les pieds. On reste sur des thématiques joyeuses. Avec le manga A Silent Voice. Cette semaine, j'ai lu les tomes 3, 4 et 5. C'est de Yoshitoki Oima. C'est un manga qui a été écrit, j'ai oublié de le noter dans ma fiche. Bravo.
Il a été publié en France en 2015 et il a été publié pour la première fois en 2014 au Japon. Je vous refais rapidement le résumé. En gros, dans ce manga qui est en 7 tomes, on suit 2 jeunes personnes, Shoko qui est sourde et Shoya qui est un jeune garçon qui la harcèle quand ils sont au primaire. Le tome 1 porte entièrement sur ces scènes-là. Et ensuite, dans les tomes suivants, on est quelques années plus tard et on va suivre Shoya, le garçon qui va essayer de se racheter, qui se rend compte que ce qu'il a fait, c'était vraiment nul. Et voilà, il va essayer de se racheter auprès de Shoko. Sur tous ces tomes suivants, on suit, c'est vraiment ça, on suit Shoya qui essaye de retrouver Shoko, qui ensuite va vouloir essayer de se racheter. Et je vous avais dit la dernière fois que dans le tome 1 et 2, je trouvais qu'on n'avait pas assez le point de vue de Shoko, donc la jeune fille, parce qu'on est vraiment quand même du point de vue de Shoya la plupart du temps. Et en fait, ça reste toujours un petit peu le cas là sur les tomes 3, 4, 5. Et ça me gêne toujours un peu. C'est-à-dire qu'on n'en sait toujours pas tant que ça sur ce que pense Shoko. Alors, on le comprend en partie de par ce qu'elle vit. Et en fait, on est tout le temps du point de vue Shoya. Et Shoya, il est un petit peu en boucle. Il n'arrive pas à exprimer ses sentiments auprès de Shoko. Et j'avoue, là, ça commence à être un petit peu redondant. Une chose se passe à la fin du tome 5, qui me fait espérer que dans les 2 tomes suivants, donc 6 et 7, les 2 derniers de la série, que ça va changer, et j'espère vraiment. Parce que là, même si ça reste hyper intéressant, parce que on a l'analyse, mine de rien, du harcèlement, de comment la personne harcelée le vit un petit peu, comment le harceleur peut en venir à se remettre en question, etc. On a aussi de belles histoires d'amitié. C'est pas vraiment de belles histoires, c'est plutôt des histoires complexes d'amitié. C'est comment on se crée des amitiés, comment on les entretient, comment est-ce qu'on arrive à passer outre certaines choses ou pas. Moi, j'aimerais que ça change un peu, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur Shoko, sur ce qu'elle ressent surtout. Parce qu'on a beaucoup ce que ressent Shoya, le garçon, mais très peu ce que ressent Shoko. Et c'est dommage. Pour l'instant, il me manque ça, en fait. Donc oui, ça reste un très bon manga que j'ai beaucoup de plaisir à lire, à découvrir. J'aime beaucoup les différents personnages qui interviennent. Certains sont un petit peu caricaturaux, mais ça passe vraiment. Mais pour l'instant, il me manque quelque chose. Donc j'ai hâte de pouvoir vous donner mon avis final sur cette série. La semaine prochaine, normalement, vous devrez la voir. Le trouillomètre 1 sur 5, même pas peur. Je crois que c'est une vidéo entièrement 1 sur 5, même pas peur. Bien évidemment, c'est une saga de manga à lire dans l'ordre. Je n'ai même pas besoin de vous le préciser, mais je le fais quand même. Alors, vous le voyez pas, mais mes chiens et mon mari sont partis en promenade et c'est trop bien pour tourner une vidéo parce que je suis au calme. C'est-à-dire que, habituellement, vous le voyez pas, mais je dois me lever 3-4 fois pendant le tournage pour ouvrir la porte à mes chiens qui veulent rentrer ou sortir. J'avoue, c'est reposant. Du coup, on enchaîne sur ma dernière lecture de la semaine, qui est L'héritage de la Villa Ozetov de Anne Jacobs. C'est le tome 3 de la saga La Villa Ozetov, et ce tome 3 est sorti en 2016 en Allemagne et en 2021 en France. Dans cette série, on suit une famille bourgeoise aristocrate allemande. Au premier tome, on est avant la Première Guerre mondiale. On va suivre, donc c'est une famille qui a une usine textile et dont on va suivre du coup la famille, à la fois la famille mais aussi la vie des domestiques. Voilà, avec des grosses vibes, je vous l'avais dit déjà, Downton Abbey. Dans le tome 1, on est avant la Première Guerre mondiale. Dans le tome 2, on est pendant la Première Guerre mondiale. Et dans le tome 3, on est après. Dans ce tome 3, je suis un peu mitigée parce que, en gros, on n'a pas de grands événements historiques. Du coup, ça m'a un petit peu moins intéressée que les tomes 1 et 2, qui étaient vraiment un bon équilibre entre l'historique et l'histoire de la famille. Les deux s'entremêlent très bien, parce qu'on a aussi quand même des romances, etc. Et donc voilà, moi j'aime bien ce côté, oui on a des romances, oui on a des histoires familiales, des secrets familiaux, etc. Mais aussi de l'histoire, de la grande histoire. J'adore ce mélange. Et là, dans ce tome 3, c'était un petit peu moins intéressant côté historique parce que on est après-guerre, après la Première Guerre, et oui, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors oui, on apprend des choses sur la reconstruction, on va dire, après la Première Guerre pour l'Allemagne, les difficultés de la monnaie, de l'inflation, etc. Donc oui, on a quelques éléments comme ça. Moi, j'ai appris quand même des choses, mais c'était moins marqué que dans les 2 premiers tomes, et c'était un peu dommage. Et l'autre gros bémol que j'ai eu sur ce tome, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz dans le couple principal de cette saga. Si vous l'avez lu dès le début, vous savez de quoi je parle. Et sinon, je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas qui c'est. Mais en gros, il y a de l'eau dans le gaz, et le tome porte entièrement sur ça. Enfin, entièrement.
pas que sur ça, mais c'est très très central. C'était un peu long, c'était un peu pénible. Le mari, il m'a profondément énervé, il m'a profondément agacé dans ses comportements vis-à-vis de sa femme. Et surtout, ça avance pas, quoi. Ils n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes et au bout d'un moment, c'est chiant. Vraiment, j'ai trouvé ça trop long. J'aurais préféré que ce soit un petit peu plus court et qu'on passe à d'autres trucs plus intéressants. Alors évidemment, on ne voit pas que leur histoire à eux, il se passe quand même plein de choses autour, heureusement, sinon ça aurait été insupportable. À un moment donné, il se passe un truc et je me suis dit, waouh, ça va être trop bien. Voilà, enfin un rebondissement qui me redonne un petit peu d'intérêt pour la lecture. Et ben en fait, ça a été assez vite résolu. Du coup, voilà, le petit truc qui m'a fait dire ah trop bien. Et ben non. Bon, après, je vous le cache pas, c'était quand même une bonne lecture. Je l'ai lu quand même assez rapidement. J'ai pris plaisir à le lire. Mais voilà, j'ai quand même ressenti un petit peu de longueur, un petit peu moins d'intérêt. On était un petit peu en boucle sur certaines choses. J'ai quand même beaucoup aimé, là, dans ce tome-là, ce que j'ai le plus aimé, c'est de voir un petit peu l'évolution des enfants et les relations des enfants, finalement. C'est eux qui m'ont paru le plus sympa à suivre. Après, voilà, il y a quelques évolutions de personnages, des couples aussi qui évoluent, une histoire des domestiques qui évolue aussi. Bon, ça, c'était sympa. Mais ça restera pas mon tome favori, clairement. Mais je lirai quand même la suite parce que je suis curieuse de la connaître, tout simplement. Et donc, Trouillomètre, 1 sur 5, même pas peur, vous avez compris. Du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais vendredi dernier, j'ai sorti ma vidéo sur le challenge Lecture Nature 2026, qui est un challenge créé par Hélène Ducrot. Et j'avais la mission de présenter le challenge et j'en ai profité pour vous présenter mon tas à lire. Parce que oui, il y a tellement de livres, c'est même plus une pile, c'est un tas. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez loupé. C'est un challenge qui se déroule sur tout le printemps, donc du 20 mars au 20 juin. Mais moi, je vais attendre de finir ma pile à lire de mars avant de commencer le challenge Lecture Nature. Si vous regardez cette vidéo pile à lire et qu'il y a des livres qui vous intéressent à faire en lecture commune avec moi, n'hésitez pas à m'en faire part sous cette vidéo ou sous la vidéo du challenge. Comme ça, on pourra s'organiser ça pour à partir du mois d'avril jusqu'à juin. Ça laisse du temps, c'est bien. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu, que vous avez fait de bonnes lectures. N'hésitez pas à nous partager vos lectures en commentaire, si vous avez eu des coups de cœur ou des déceptions, histoire qu'on rajoute des livres à nos wishlists. C'en est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao!